On passe tout de suite au focus. Il y a tout juste une semaine, nous apprenions la mort de Boris Nemtsov, cet opposant russe abattu en pleine rue à 2 pas du Kremlin à Moscou. Mardi, les funérailles ont eu lieu. Des milliers d'anonymes sont venus lui rendre un dernier hommage. Autour du cercueil, des têtes connues aussi d'anciens proches de Boris Eltsine. La génération dite des libéraux, une opposition politique est-elle possible en Russie? Quelle alternative à Vladimir Poutine? On va poser cette question à notre invité Françoise Dossé, bonjour. Bonjour. Mais d'abord, le reportage à Moscou de Ksenia Bolchakova. Rarement avait-on vu une foule aussi hétéroclite et aussi abattue. Des milliers de moscovites présents pour dire adieu à Boris Nemtsov. C'est comme si je perdais un frère. J'aimais Boris. C'était un battant, un vrai chevalier. Lentement, chacun entre dans la salle pour un court passage devant la dépouille de l'opposant. Les anonymes défilent, sous le regard fixe de sa mère, et les proches se succèdent au micro. Nous allons continuer à lutter. Les assassins et les commanditaires seront retrouvés. Si ce n'est pas sous Poutine, ce sera après son départ. Et nous ferons tout pour que cela devienne une réalité. Mais comment continuer? La moitié de ses chefs en exil, l'autre moitié en prison. L'opposition perd avec Nemtsov, un maillon rassembleur. Et en ce jour d'hommage, l'heure n'est pas du tout à l'optimisme. Bien sûr, sa mort va compliquer les choses, notamment pour les arrangements en interne. Nemtsov était un médiateur génial, peut-être le seul qui avait la capacité à faire asseoir à la même table les représentants de différentes mouvances au sein de l'opposition, le seul à pouvoir les faire se mettre d'accord. C'était ça son talent. Et sans parler des désaccords, beaucoup ont aujourd'hui peur, tout simplement. Le fond de l'air est très lourd. Nous, les libéraux, les défenseurs des droits de l'homme, les partisans d'un développement européen de la Russie, le pouvoir nous traite de traîtres à la nation. Quand nos portraits marqués du mot « ennemi » sont accrochés dans les rues de Moscou, pas étonnant que les abrutis fascistes s'en prennent à nous, en pensant ainsi faire preuve de patriotisme. Morcelée, divisée, la mouvance anti-Poutine semble bien loin de ses heures de gloire. De cet hiver 2011-2012 où des dizaines de milliers de personnes se rassemblent contre le régime autour de plusieurs personnalités. Nemtsov, bien sûr, pour les libéraux. Alexei Navalny, pour les anticorruptions. Ou Sergueï Udaltsov, qui mobilise la jeunesse de gauche. Le premier a été assassiné, les 2 autres sont en prison. Au lendemain des funérailles de Nemtsov, nous nous rendons à la Cour suprême pour une énième audience dans l'affaire Udaltsov. Derrière les barreaux depuis 1 an et demi, il a été condamné l'été dernier à 4 ans de camp pour préparation de troubles massifs. Jadis, grand rendez-vous de l'opposition, ce genre de procès n'attire plus grand monde. De rares soutiens ont fait le déplacement. En Russie, de facto, l'opposition a été déclarée hors la loi. Le pouvoir s'autorise à nous traîner devant les tribunaux, à nous incarcérer, nous assigner à domicile pendant des années. Tout est permis. Quant à Anastasia, la femme de Sergueï qui s'est toujours battue à ses côtés, les démêlés avec la justice ont brisé son activisme politique. Quand les ennuis judiciaires ont commencé, j'ai d'abord décidé de me consacrer à mes enfants. J'ai compris que j'étais mère et femme avant tout. Ensuite, pendant 1 an, je ne me suis plus occupée que du procès. Et c'est vrai, je me suis retrouvée hors circuit. Loi qui limite le droit de manifester, persécution judiciaire, mais pas seulement. La crise ukrainienne est aussi passée par là. Une partie des opposants d'hier s'est ralliée à la politique de Vladimir Poutine et soutient l'annexion de la Crimée, comme 80% de la population. Pour le pouvoir, parler d'avenir de l'opposition anti-Poutine est même absurde, tant le pays est uni derrière le chef du Kremlin. Aujourd'hui, il n'y a pas d'alternative. On ne peut même pas s'imaginer quelqu'un qui pourrait, même de loin, concourir avec Poutine en Russie, du point de vue de l'importance et de l'influence. Et certainement pas les représentants de l'opposition actuelle. Même pas Nemtsov, paix à son âme, ou ses autres camarades. Non, ils ont même l'air un peu ridicules. Kozakov en est convaincu, la mort de Boris Nemtsov ne va pas changer la donne. Et même si des foules immenses lui ont rendu hommage à Moscou, le mouvement de contestation n'est pas prêt de repartir.
L'humeur générale est morose. Désormais, le ton dominant de ceux qui s'expriment sur cet événement terrible, c'est l'abattement. L'attente du pire et d'un revirement très inquiétant de la politique russe. Le risque d'un glissement de la Russie vers une dictature s'est sensiblement accru. Dans un pays où la raison d'État se teinte de plus en plus d'irrationnel, les anti-régimes sont bien des victimes collatérales de cet assassinat. Beaucoup ne se font plus d'illusions, ni sur leur avenir, ni sur la volonté des autorités à retrouver les coupables. Et avec nous en plateau, Françoise Dossé. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes directrice d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Est-ce que vous pensez qu'on connaîtra un jour la vérité sur la mort de Boris Nemtsov ? Pour l'instant, c'est difficile de le dire. On peut être assez pessimiste sur les possibilités d'aboutissement de l'enquête, puisque pour l'instant, en tout cas, les auteurs du meurtre n'ont pas été retrouvés, et qu'en fait, les organes chargés de l'enquête évoquent des pistes extrêmement diverses, qui vont de l'assassinat commis par des groupes islamistes liés aux prises de position de Boris Nemtsov en faveur de Charlie Hebdo, jusqu'aux pistes ukrainiennes, etc. Donc, l'éventail des pistes est tellement large que pour l'instant, on n'a pas de certitude. Il y a Vladimir Poutine qui parle d'un meurtre honteux. Il dit qu'il fera tout pour lever le mystère. Est-ce qu'on peut le croire ? Vladimir Poutine a annoncé qu'il prenait l'enquête en main, enfin qu'il serait responsable de l'enquête. On sait que par le passé, dans des circonstances plus ou moins similaires, les enquêtes n'ont pas abouti. Donc voilà, là à nouveau, on peut être assez pessimiste. Et aussi, on peut se poser la question de savoir quelle analyse va être, ou quelles pistes vont être suivies par le pouvoir pour comprendre ce meurtre, c'est-à-dire quel scénario va être choisi. Si le pouvoir choisit de développer le scénario du crime commis suivant la piste ukrainienne ou suivant la piste islamiste ou suivant d'autres pistes, les conséquences seront différentes. Est-ce que politiquement, ça peut porter préjudice à Vladimir Poutine ? À l'intérieur du pays, je ne pense pas. C'est-à-dire que l'opposition est relativement faible, ce qui a été dit dans le reportage. Elle est aussi très impuissante, puisque les partis politiques d'opposition ne parviennent plus à participer aux compétitions électorales. Le monde associatif est aussi très affaibli et les principales associations sont accusées d'être des agents de l'étranger. Donc à l'intérieur du pays, ça ne peut pas porter préjudice vraiment à Vladimir Poutine. Sur la scène internationale, par contre, ça contribue à nouveau à dégrader l'image de la Russie. Vous parlez de l'opposition, on se souvient de ces grandes manifestations en 2011, en 2012, manifestations anti-Poutine, anti-pouvoir. Pourquoi est-ce que l'opposition n'a pas réussi à rebondir après cette mobilisation ? D'une part, alors pour beaucoup de raisons, mais vraiment le retour de Vladimir Poutine à la présidence russe s'est accompagné de mesures très coercitives contre l'opposition, l'adoption de tout un arsenal législatif très contraignant concernant les manifestations, l'organisation des manifestations, l'action des associations que j'évoquais, l'accroissement des contrôles aussi d'Internet, puisque désormais les autorités peuvent bloquer des sites sans autorisation de la justice. Voilà, donc le pouvoir a repris la main, je dirais, après les manifestations et a aussi poursuivi un certain nombre de grands leaders de l'opposition qui, justement, s'étaient fait connaître au moment de ces manifestations. Donc le cas le plus connu, c'est Alexei Navalny, qui, lui, fait l'objet de poursuites judiciaires. On le voit derrière vous, qui vient de sortir de prison. Qui vient de sortir de prison. 15 jours de prison. Voilà. On parle de l'opposition, vous évoquez donc les mesures de restriction prises par Vladimir Poutine, mais l'opposition aussi est très divisée, morcelée. Il y a les anti-corruption, les anti-guerre en Ukraine, les libéraux. Comment trouver finalement un leader qui puisse fédérer tout cela ? Oui, il y a ce problème, le problème du leader. Alors c'est vrai qu'en 2011-2012, les manifestations avaient été très importantes, mais très hétérogènes. C'est-à-dire qu'on y trouvait à la fois des leaders de l'extrême gauche, du centre libéral-démocrate et de l'extrême droite nationaliste. Or, avec la politique menée en Ukraine, l'annexion de la Crimée, une partie de ces protestataires se sont ralliés au pouvoir, et notamment les cercles nationalistes qui ont soutenu l'annexion de la Crimée. Donc, d'une certaine façon, numériquement, l'opposition s'est déjà réduite depuis l'année dernière, depuis le printemps de l'année dernière. Ensuite, sur la question du leader, évidemment, c'est une question très complexe. Alexei Navalny est toujours là, même s'il est un peu empêché d'agir. L'opposition... Et il représente toutes les franges de l'opposition, Alexei Navalny ? Il est, disons, suffisamment
populaire même dans la société, dans le pays, pour pouvoir prétendre en tout cas unifier ses forces. Voilà. Et l'opposition d'ailleurs annonce sa volonté de poursuivre le combat d'une certaine façon, puisque certains de ses leaders ont annoncé une manifestation pour le 19 avril et espèrent pouvoir la tenir dans le centre de Moscou. Mais là, il n'y a aucune certitude sur le lieu de son déroulement, puisque voilà, à nouveau, la législation et les autorisations sont assez difficiles à obtenir. On l'a compris, le président Poutine contrôle tout, les médias, l'industrie, les renseignements, Internet. Est-ce que Vladimir Poutine, finalement, est invincible en Russie et que la Russie n'a pas d'alternative à Vladimir Poutine ? Alors je pense que c'est complètement abusif de dire que Vladimir Poutine contrôle tout, parce que le pays est très vaste, parce que les pouvoirs régionaux ont aussi un rôle très important et contribuent à relayer ce pouvoir central. Le pouvoir en Russie, c'est aussi un pouvoir à la fois très arbitraire et très incertain, c'est-à-dire qu'on ne sait jamais quelle va être la mesure suivante, on ne sait jamais ce qui va se passer, ce qui va être puni, ce qui ne va pas l'être. Et donc on sait bien que Vladimir Poutine sera au pouvoir encore longtemps. Alors voilà, on peut le penser si des événements au contraire n'interviennent pas, c'est-à-dire qu'il faut quand même rappeler que la société russe est quand même une société très éduquée, qui a quand même bénéficié d'un certain nombre d'une amélioration de son niveau de vie, qui s'est ouvert sur l'étranger quand même dans les années 90 et 2000, et que ce potentiel-là, il peut aussi trouver à nouveau un jour à s'exprimer, même si probablement il faudra être assez patient. Oui. Est-ce que le risque pour Vladimir Poutine peut venir aussi de l'intérieur, des piliers du régime qui se disent Vladimir Poutine, ça suffit maintenant? Oui. Alors pour l'instant, c'est difficile à dire parce que le pouvoir est très opaque. Ce qu'on constate, c'est que l'équipe gouvernante autour de Vladimir Poutine est une équipe très stable, c'est-à-dire que ses principaux ministres, en fait, sont quasiment les mêmes depuis le début des années 2000. Donc il y a une certaine quand même solidité de l'équipe gouvernante. Pour l'instant, je pense que tant que le président ne manifeste pas de faiblesse trop évidente, cette équipe est relativement unie. C'est le jour probablement où le pouvoir personnel de Vladimir Poutine va commencer à s'affaiblir que des questions se poseront sur les évolutions au sein de ses cercles dirigeants. Merci beaucoup Françoise Dossé d'avoir été notre invitée, directrice d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Merci à vous. Le journal revient dans 4 minutes. On reviendra sur cette dernière information. Claude Guéant, ancien ministre de l'Intérieur sous Nicolas Sarkozy, est en garde à vue. C'est ce que disent des sources concordantes. En garde à vue dans l'affaire des financements libyens présumés évidemment de la campagne de Nicolas Sarkozy. On y revient dans un instant. À tout de suite.